Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Déborah Neuberg, créatrice de la marque De Bonne Facture. Avec Déborah, nous avons refait le monde. Vous savez, c'est cette expression qui désigne des conversations passionnées sur l'état actuel de nos sociétés. Eh bien, j'ai eu ce sentiment en terminant ma discussion avec Déborah. Le sentiment d'avoir refait le monde, d'avoir échangé sur sa marque, évidemment, mais d'avoir aussi poussé plus loin la réflexion sur notre planète, sur le vivant, sur l'utilisation des matières premières dans l'industrie textile ou encore sur l'engagement social et politique des marques. Avec Déborah, nous avons parlé de Gisèle Halimi, de vêtements biodégradables et de Patagonia. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Déborah, merci beaucoup de me recevoir chez toi pour cet enregistrement. Alors pour cette première question que je pose régulièrement aux invités que je reçois sur le podcast, j'aimerais qu'on fasse un bond en arrière et qu'on remonte dans le temps pour que tu nous parles de ton enfance. Je me demandais où est-ce que tu avais grandi et surtout je m'interrogeais, est-ce que cette enfance a influencé un peu la personne que tu es aujourd'hui et puis peut-être ton l'engagement que tu as aujourd'hui? Alors, déjà, merci de m'accueillir sur le podcast. Alors, j'ai grandi à Paris. Et est-ce que la façon dont j'ai grandi a influencé la personne que je suis aujourd'hui? Je sais pas trop. Je pense que j'ai grandi d'une façon assez... J'ai reçu une éducation assez exigeante d'un point de vue scolaire. Voilà, avec une éducation très stricte d'un point de vue académique. Avec une injonction à réussir et à l'excellence qui était assez forte. Okay. Donc ça, je pense que je peux dire que ça a structuré pas mal mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et que c'est comme ça que je me suis retrouvée à aller dans un très bon lycée, à aller en classe prépa, à faire une grande école. Alors que moi, je me sentais plus l'âme artistique et plus destinée à quelque chose de créatif. Okay. Voilà. C'est marrant, ça me parle assez, cette injonction à la réussite et donc un parcours un peu tout tracé qu'on n'avait pas forcément envisagé, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. On va rentrer un petit peu dans le détail de ton parcours rapidement parce que je le trouve assez intéressant. Donc, tu as fait HEC Paris, tu as fait l'IFM, donc l'Institut français de la mode. Ensuite, tu as travaillé pour différentes marques, pour Hermès notamment. Puis, tu es parti 1 an en Chine pour une marque de sous-vêtements. Dans une interview, tu dis « Je n'ai pas supporté de voir les conditions de vie des ouvrières entassées dans les dortoirs des usines, se lavant les cheveux à même le sol. Cela ne choquait personne dans la boîte. » Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette expérience ? En quoi ça t'a marqué? Bon, avec cette phrase-là, on comprend à quel point ça a pu structurer ton raisonnement pour la suite, mais peut-être revenir dans les grandes lignes sur cette expérience en Chine. Alors en fait, je pense que déjà j'ai eu un choc culturel très fort entre la France et la Chine auquel j'avais été très mal préparée par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et que c'est pas négligeable en fait de partir non seulement dans un autre pays, enfin ça peut être déjà dans une autre ville, c'est difficile, dans un autre pays c'est encore plus difficile, et à l'autre bout du monde dans une autre culture c'est encore plus difficile. Et en effet, en fait, en Chine les choses se passent tout à fait différemment qu'en France et qu'en Europe et qu'en Occident en général. Donc il y a eu un petit choc culturel au départ. Et comme mon job me demandait d'aller beaucoup en usine parce que j'étais un peu la coordinatrice entre le développement produit, disons le stylisme
et les usines. Okay. J'ai tout de suite été plongée dans la réalité quotidienne des usines. Et comme en fait en Chine, les personnes qui travaillent dans les usines sont souvent des personnes qui ont quitté leur ville pour aller travailler et gagner leur vie, souvent en laissant leurs enfants avec les grands-parents dans le village d'origine, en fait les personnes habitent sur place dans des dortoirs et du coup il y a toute une vie quotidienne autour des usines et j'avais jamais vu ça de ma vie et j'avais pas du tout été préparée à voir ça. Et c'est vrai que je me souviens très bien d'avoir vu, j'ai toujours cette image de cette personne qui se lavait les cheveux dans un, en fait c'était pas même le sol, mais c'était dans un bac en fait où on pouvait se laver les mains, à eau okay, avec un robinet, un évier, un évier extérieur en fait à l'extérieur, et elle se lavait les cheveux dedans et je m'étais dit c'est dingue quoi. Et du coup, j'en avais parlé à mes supérieurs hiérarchiques et en fait, c'était t'occupe pas de ça, c'est pas ton problème. Et en fait, c'était gênant que je pose cette question où j'ai senti que c'était pas du tout. Oui, on la posait pas souvent, quoi. C'était pas. Ouais, fallait pas en parler. Okay. Et j'étais un peu une chochotte de dire ça en fait. C'est ça que j'ai senti. Il fallait que je m'endurcisse. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Il faut t'endurcir. Ouais. Voilà. Bon, c'est une façon de voir les choses. Voilà. C'était en quelle année, juste pour qu'on resitue un peu ? 2010. 2009-2010. 2009-2010. Donc on est avant le Rana Plaza. Ouais. Ok. Et il y avait une autre anecdote aussi. Tu parles notamment des couleurs utilisées pour teindre les vêtements et que c'est vrai que on le voit souvent. Il y a plein de marques qui vont utiliser des couleurs très flashy. Et là, les ouvrières avec lesquelles tu travaillais en Chine t'ont dit qu'elles, ça les surprenait beaucoup parce que elles savent que pour élaborer ces couleurs, ce sont des produits chimiques. C'est un peu dangereux pour la santé. Donc c'est intéressant de voir quand même cet écart entre quand t'es sur le terrain, quand t'es l'ouvrière et que tu sais comment ça se fait, et puis avec la distance à Paris, les couleurs qu'on demande, qu'on a envie quand on est à un bureau de style. Voilà. Oui, alors en fait, c'était les personnes qui travaillaient avec moi au bureau de sourcing, puisque j'étais avec une équipe de 4 personnes qui étaient chinoises. Et en fait, au fur et à mesure de mon expérience, je m'apercevais que mes collègues avaient une façon de voir les choses, des connaissances techniques, des connaissances justement sur les niveaux de toxicité des teintures fluo sur les sous-vêtements, où elle disait non mais ça il faut pas le porter, il faut pas mettre ça sur tes seins parce que ça peut donner ça peut être nocif au niveau de la poitrine. Et du coup ça m'avait complètement saisie. Je m'étais dit mais pourquoi est-ce que ce savoir-là, il n'est pas dit, pas écouté, pas pris en compte au niveau de la conception. Mais en fait, pour ça, encore aurait-il fallu que les personnes à la conception soient dans un dialogue et une écoute, mais qui était avec la distance pas possible et avec en fait le rapport où il y a la personne qui donne l'ordre ou l'entité qui donne l'ordre et la personne qui est là pour l'exécuter. Et du coup, le critère de est-ce que cette couleur amène telle chose, c'est pas du tout quelque chose qui rentre en ligne de compte, donc ça ne remonte pas. Ouais. Voilà. Et comme j'avais vu que de toute façon toutes ces questions-là n'intéressaient pas, j'osais même plus en fait en parler. Ouais. Et encore, je trouve que la question de la santé, parce qu'on parle aujourd'hui, on parle beaucoup de mode responsable, d'écologie, de social, même si le social, on le met derrière l'écologie parfois beaucoup, mais même la santé, je trouve qu'on n'en parle pas tellement finalement, de savoir que des sous-vêtements pourraient avoir un impact sur notre santé. Moi, je l'entends rarement. Je sais pas toi quel regard tu portes sur ça, parce que tu dis c'était en 2009-2010, mais finalement en 10 ans, j'ai pas l'impression qu'en tout cas sur ce sujet bien précis, il y ait eu une vraie révolution quoi. Oui, en fait moi mon approche du vêtement, j'ai une façon de voir le vêtement comme quelque chose qui est vraiment un prolongement presque comme de la cosmétique en fait. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tout comme en fait un aliment, c'est quelque chose qu'on va ingérer et qui va faire partie de notre corps, tout comme la cosmétique, c'est de la crème ou des produits qu'on va mettre sur notre peau et que notre peau va aussi absorber. Mais en fait, le vêtement, c'est quelque chose qu'on porte à même le corps. Et donc on le sait, par exemple, pour certains bijoux, il peut y avoir des allergies à certaines matières. En fait, on doit avoir la même attention à ce qu'on
porte qu'à ce qu'on mange ou à ce qu'on se met sur la peau. Ouais. Et en fait, je pense que ce switch-là des mentalités, c'est pas encore produit. Tout comme on essaye de couper le lien qu'on peut faire entre le steak qu'on a dans son assiette et la vache ou le bœuf dont ce steak est issu. Bah en fait, pour moi, dans la mode et dans la façon dont cette industrie est construite et commercialisée, on fait pas du tout le lien entre un t-shirt en polyester et un gisement de pétrole. Où on ne fait pas le lien forcément entre une chemise et un champ de coton, etc., etc. Donc en fait, pour moi, il y a ce rapport-là qui manque de prise de conscience de la filière. Et ensuite, il y a ce rapport à la peau, au corps qu'on a avec le vêtement, qui s'imprègne de nous, qui s'imprègne même de notre odeur. Enfin, c'est quelque chose de très... un objet très profond, en fait. Et voilà. Et je pense qu'il faudrait le considérer comme un attribut cosmétique. Une voilà. seconde peau, quoi. Donc, voilà, je pense. Ouais. Et donc, il y a 9 ans, tu décides un peu de claquer la porte à tout ça et de créer ta propre marque. Qu'est-ce qui a provoqué le déclic? Pourquoi tu as eu envie de créer, toi, ta marque de vêtements? Et qu'est-ce qui t'animait, en fait, à ce moment-là? Quelles étaient tes envies? Qu'est-ce que tu avais envie de transmettre dans cette marque-là? Alors, en fait, j'ai pas tout de suite eu l'idée que j'allais créer une marque. D'ailleurs, je suis assez... le mot marque, c'est un mot avec lequel je suis assez mal à l'aise. Mais bon, je l'utilise parce que c'est ce que je fais. Hein. Mais j'aime pas trop cette notion de marquer, puisqu'en fait, c'est à l'origine, c'est ce qu'on avait appris dans un cours à l'IFM qui m'avait vraiment marqué, c'est le cas de le dire. Le brand, en fait, la marque, ça vient du brandon, qui était en fait le sigle qu'on utilisait pour marquer le bétail. C'est le signe du propriétaire, en fait, sur le bétail qui permet de reconnaître le bétail d'un propriétaire. Pour moi, cette façon de considérer le vêtement comme quelque chose de marqué, avec une marque distinctive qui va permettre de le reconnaître, elle naît en fait de cette façon-là de considérer, voilà, une appartenance, un signe distinctif, et ça naît en fait de quelque chose que je trouve ce geste assez violent, quoi. Ouais. J'ai lu nos logos quand j'avais 18 ans, et du coup tout ce que la marque et le fait de créer un sigle sur le vêtement peut cacher de tout ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui m'a toujours mise mal à l'aise. Donc en fait, cette idée de marque et de brander quelque chose, voilà, on a un logo avec de bonne facture, il y a une étiquette sur le produit. J'exclus pas de faire des petites choses, mais je veux dire, je suis pas du tout dans cette approche de la marque, okay, comme quelque chose de reconnaissable. En fait, comme un signe de reconnaissance qui détourne parfois un petit peu de la valeur intrinsèque du produit et de toutes les étapes qui en ont fait la valeur concrète, en fait. Donc oui, donc pas créer une marque mais dans l'envie de créer tes vêtements, oui, voilà. Ouais. Alors en fait au départ c'était l'envie de mais aujourd'hui oui, on est une marque, hein, je veux pas faire semblant, mais je te dis juste le raisonnement, la réflexion, comment je ressens le mot marque, et je pense qu'il faut qu'on questionne ce mot et ce qu'il y a derrière. Ma réflexion, mon envie, c'était en fait de réunir des pièces qui venaient d'ateliers traditionnels tout autour de moi dans des régions en fait en France, et de les réunir sous un espèce de label qui aurait été de bonne facture. Donc c'était ça au départ. Et en allant à la rencontre de ces ateliers et en me rendant compte qu'ils n'avaient pas les pièces que j'imaginais qu'ils allaient avoir, que j'en suis venue à développer les pièces les pièces que j'aurais rêvé de trouver chez eux. Et ça a démarré comme ça, et en fait au fur et à mesure il y a eu tout un travail de création qui a fait que il y a eu des collections d'ailleurs qu'on appelle des éditions. J'ai remarqué ça sur le site. Ouais. Pourquoi? Pour te détacher un peu de ce côté collection très saisonnier, oui, et du coup très éphémère. Ouais, d'accord. Pour moi, dans mon état d'esprit, on peut créer tout ce qu'on veut.
si justement on travaille sur la longévité de ce qu'on crée et sur le fait de réduire au maximum l'impact environnemental et d'essayer de pas faire des produits jetables qui vont polluer, d'essayer de faire un produit qui soit au moins biodégradable déjà à la base. Donc pour moi, dans le côté collection, il y avait quelque chose aussi de très particulier au monde de la mode et à la façon dont on enseigne aussi le stylisme, qui est en fait de créer un petit peu de nulle part avec un peu le fantasme du créateur ou de la créatrice et pas forcément justement à partir d'une réflexion sur la longévité, sur la durabilité, etc. Ouais. Et c'est comme ça en fait que j'ai abordé cette création de cette ligne avec ces questions-là que j'avais en tête, parce que j'avais l'impression qu'en fait quand on entend collection, quand on entend mode, c'est un petit peu déconnecté de ces aspects-là. Donc c'était avec ces problématiques-là, ces préoccupations-là que j'ai abordé cette aventure en fait. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on dit, je sais pas, saison collection automne-hiver 2015, ça brouille un peu le message. On a l'impression que ça va être, on va le porter ou ça va être, je sais pas, à la mode, tendance à cet instant T, voilà. Et que finalement après on va passer sur autre chose et qu'il faudra racheter autre chose. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir ce côté. Après on travaille aussi comme ça. Je veux dire, on travaille en créant des pièces qui sont saisonnières. Il y a des pièces qui sont permanentes. On travaille de cette manière-là. Mais tu ne brides pas la créativité en fait. Non, voilà, je bride pas la créativité, mais en fait, dans la façon dont je conçois les vêtements, j'essaye de faire que ce soit des pièces qui durent, qui puissent se patiner, qui puissent évoluer dans un temps long, qu'on puisse porter sur un temps long en fait. Ouais. Donc c'est ça ma préoccupation. J'ai pas du tout envie d'inciter les gens à remplacer de façon frénétique leurs vêtements. Ouais. Et t'as pris quand même le contre-pied de ton expérience précédente et du monde un peu de la fast fashion. Ça a été une rupture assez sèche, quoi. Au départ, oui, mais pour être honnête, je pense qu'on est dans une marche des choses où la fast fashion a quand même imposé un rythme à toute notre industrie, en fait, tout notre secteur, en particulier avec le digital, où en fait les clients attendent des nouveautés très régulièrement, et du coup il faut arriver. En fait, pour moi, j'oppose même plus aujourd'hui fast fashion et slow fashion, parce que j'ai l'impression qu'il y a des méthodes de la fast fashion qui ont complètement imprégné en fait notre secteur, et que la façon slow fashion de répondre, c'est aussi travailler sur l'éco-conception des produits, parce que en fait, pour faire vivre une entreprise de mode aujourd'hui ou de vêtements, on est obligé de créer avec une certaine temporalité, et surtout quand on voit l'importance du digital aujourd'hui. Si en fait en digital vous arrivez avec un ou deux produits et que je sais pas, un an après vous allez en créer deux autres, enfin ça fonctionne pas comme ça. Donc il faut arriver à trouver son rythme, sa balance, et voilà, j'essaye de sortir un petit peu des oppositions. Il y a les bonnes marques, les mauvaises marques, celles qui sont entièrement slow, celles qui sont complètement fast. Je pense que c'est plus complexe que ça. Et voilà, enfin je sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a pas de rupture en fait assez nette pour toi. Ouais. Et puis de façon générale, en fait, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Quoi. Voilà, c'est plus complexe que ça. C'est ça. Surtout l'industrie textile et la mode, quoi. C'est un peu plus complexe que ça. C'est ça. Ok. Et donc tu as fait le choix de faire de la mode masculine. Je me demandais qu'est-ce qui avait motivé ce choix-là, pour quelles raisons? La façon dont j'abordais donc ce projet, c'était vraiment avec ces pièces intemporelles, un peu fondamentales du vestiaire masculin dans mon esprit, parce que je pense que cette idée de longévité, de durabilité, de rapport à la matière, aux finitions, aux ateliers, aux produits qui durent, c'est quelque chose que je voyais beaucoup plus installé dans la culture textile et vestimentaire masculine que féminine. Je le voyais dans l'univers du tailoring, où on choisit son tissu, on se fait faire un costume, etc. Je le voyais dans... alors, il y a toutes sortes de choses qui existent dans le menswear, et puis il y a aussi des pièces qui peuvent être portées par des hommes qui sont pas du registre du menswear, enfin pas aussi marqué masculin que ça, mais il y a quand même une tradition, disons dans les classiques masculins, qui est comme ça, acheter
plutôt moins de choses, qui durent plus longtemps, qu'on renouvelle pas aussi longtemps, etc. Donc moi, ça me semblait pas aussi souvent, pardon. Ça me semblait quelque chose qui résonnait plus avec un vestiaire masculin qu'un vestiaire féminin, sachant que moi, j'ai toujours porté les vêtements de bonne facture et que je pense que cette approche, cet état d'esprit et tout le travail que j'ai fait et qu'on a fait avec mon équipe sur de bonne facture, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre aussi au service des femmes qui veulent s'habiller avec ces matières-là, ces ateliers-là, ce niveau de finition-là et ce style-là. Bien sûr. Et c'est marrant parce que dans une interview, tu dis on a besoin de plus de féministes à la création pour hommes. C'est intéressant comme phrase. Ah Pourquoi? Les hommes cis sont partout dans la création de mode, en fait. Ils sont à la femme et ils sont à l'homme. Déjà, ça choque personne, en fait, qu'il y ait des hommes cis qui créent pour femmes. On va pas demander à Yves Saint Laurent pourquoi vous avez décidé de créer pour femmes, pas demander à Christian Dior, on va pas demander à tous les créateurs qu'il y a aujourd'hui pourquoi ils font ce choix. Pourtant, une femme qui crée pour homme, alors là, tout le monde me pose la question. Ouais, tu vois, j'aurais pas dû te poser la question, en fait. Non, mais si. Non, mais si, parce que ça déclenche, cette prise de conscience-là. Donc, je pense que c'est une question importante à poser pour justement se dire pourquoi est-ce qu'un homme, c'est neutre dans n'importe quel métier. C'est pas une question de pourquoi il se retrouve là. Ouais. Donc, peut-être pas n'importe quel métier, parce qu'il y a des métiers qui restent très largement féminins. Mais bon, c'est peut-être pas des métiers où on va facilement interviewer les gens. Voilà. Ouais. On va pas peut-être facilement interviewer une caissière, puisque en fait, c'est les métiers féminins. On sait bien que les métiers qui sont féminisés d'emblée, où le neutre est féminin, c'est pas des métiers aussi qu'on considère importants, voilà, que notre société valorise. Voilà. C'est un ministre, un président, un directeur, mais une caissière, etc. Mais même sur le vocabulaire, c'est intéressant que tu dises le masculin est neutre. On considère en tout cas qu'il est neutre, parce que en fait dans notre langue française, c'est bien tout le problème aussi. Bien Quand sûr. on nous répète des petites que le masculin l'emporte sur le féminin et que donc finalement c'est tout un cheminement et qu'il faut revoir, mais c'est un discours hyper intéressant. Ouais, c'est énorme. Donc en fait, là par exemple toute cette discussion qu'on a et cette démonstration que je te fais, elle est entièrement féministe. Le fait de remettre en question le masculin comme neutre, le fait de penser en fait aux métiers qui sont féminisés d'emblée et aux métiers qui sont masculinisés d'emblée, et du coup quelle est ma place à moi dans tout ce monde-là et dans mon métier. Voilà, c'est déjà une démarche féministe de remettre en question ou de prendre conscience de tout ça. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de plus de féministes à la création pour hommes, parce que déjà ça jette un éclairage assez fort sur des dynamiques qui se passent déjà. Et ensuite, je pense que on a besoin de s'interroger sur la masculinité. On a besoin de remettre en question certains stéréotypes qu'on peut avoir sur les hommes et sur les femmes. Et en fait, de désamorcer certains rapports de pouvoir qui règnent entre les genres. Le vêtement est quand même un marqueur de genre extrêmement puissant. Et donc, en étant féministe, à savoir en étant engagée sur le désamorçage de ces logiques de pouvoir et sur ces stéréotypes de genre qui nous enferment les uns et les autres, je pense que c'est vraiment un sujet important qu'on peut d'ailleurs traiter de manière très différente. C'est-à-dire que moi, je fais avec ce que je suis, comment j'ai grandi, ma façon de voir les choses, mes références, mais ça n'est qu'un angle qu'on peut apporter sur le sujet. Il y en a énormément. Et dans quelle mesure tu penses que c'est le rôle de marque, comme la tienne, ou de marque en général, de tenir ce genre de discours engagé ? Moi, je suis convaincue que les marques ont un énorme, les marques entreprises, ont un énorme rôle à jouer dans notre société et pour porter des messages un peu plus engagés. J'avais fait une newsletter récemment sur le Vote the Hustle Out de Patagonia, qui demandait aux Américains et aux Américaines de voter pour destituer les connards, disons-le franchement, mais
Donc il y a des marques qui ont ce genre de discours, mais dans quelle mesure tu penses qu'une marque, en plus de mode, tu le disais, le vêtement c'est quand même un marqueur social, doit avoir ce genre de discours engagé? Je pense que déjà on est dans une situation aujourd'hui, et particulièrement les Américains sont dans une situation où malheureusement toutes les personnes qui ont une plateforme s'en servent tellement ils sont mal en fait. On en arrive à ce que des entreprises prennent la parole pour dire à leurs clients de voter. Tous les moyens sont bons pour essayer d'éviter la catastrophe. Donc déjà, je le vois un peu comme ça. Donc c'est vraiment un climat de désespoir total. Je veux dire, Patagonia, ils ont pris le relais des services publics américains sur la préservation des parcs nationaux. Donc ça veut dire que c'est une entreprise du secteur privé qui est faite pour gagner de l'argent en vendant des vêtements, en créant, en transformant, en vendant des vêtements, qui, avec cet argent-là, protège des parcs nationaux et protège la biodiversité sur un territoire. C'est complètement dingue. En fait, pour moi, c'est dingue qu'on en arrive là. Et si certaines marques s'engagent et le font, c'est parce que dans le système dans lequel on est, malheureusement, les marques ou certaines entreprises ont pris une telle dimension et ont un tel pouvoir d'accès aux gens qu'elles prennent la parole sur des sujets politiques. Parce qu'en fait, quand dans ta question, on entend il pourrait y avoir une réflexion un petit peu opportuniste, tu vois, de se dire est-ce que les marques doivent faire ça pour se faire bien voir? Est-ce que les marques doivent faire ça parce qu'aujourd'hui c'est le rôle d'une marque de faire ça? Mais en fait, moi, pour les marques qui le font, je pense que c'est mu un peu par le désespoir à la base. C'est comme ça que je le vois. Je le vois vraiment comme quelque chose qui ne devrait pas être. Et malheureusement, on est dans une telle culture de consommation que les gens ont un rapport émotionnel plus fort à la consommation et aux marques qui portent certaines valeurs que à des activistes ou à, je sais pas, à leur communauté, leur quartier, les gens. Le lien est plus fort. Mais je suis entièrement d'accord avec toi et on est dans un système tellement capitaliste aujourd'hui que l'entreprise a un tel pouvoir. Finalement, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle en fait de ce pouvoir, quoi. C'est ça. Le problème, c'est qu'en fait, une entreprise, c'est là pour gagner de l'argent. Donc, les entreprises qui s'engagent, c'est bien. On va essayer de faire au moins mal. Mais en fait, les entreprises qui vendent à leurs auditeurs, je vais plus loin que juste leurs clients, mais les personnes qui sont dans dans l'enceinte en fait de ces entreprises, l'idée que c'est par elles que le monde va changer, ça c'est quelque chose qui m'indigne en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'indigne. Je pense qu'il faut avoir énormément de recul par rapport à ça. Même de recul, je veux dire, je m'engage. On a tous besoin de gagner nos vies. C'est une chose. On est dans ce système. On gagne nos vies d'une certaine manière. On va prendre certains engagements pour que, si on vend du pain, si on vend des vêtements, si on vend autre chose, ce soit fait d'une façon qui fait fonctionner le système le plus vertueux possible. Mais il ne faut pas se méprendre sur quel est l'objet d'une entreprise. Et en fait, ce qui me gêne vraiment très profondément dans le discours ambiant, c'est le fait que l'écologie devienne du marketing pour que des entreprises vendent vendent tout simplement leurs produits. Et parfois plus. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, il faut quand même garder ça en tête. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec les discours qui viennent aussi beaucoup de la Silicon Valley, ce côté start-up, genre voici comment nous allons changer le monde. En fait, t'es pas du tout en train de le changer. T'es peut-être en train de le changer, mais alors pas du tout de la manière dont tu le dis. C'est-à-dire que, je sais pas, ça me fait penser un petit peu aux catastrophes écologiques, ou en tout cas, vous allez avoir par exemple des entreprises de technologie, digitales, qui
ont une façade très dématérialisée, où on a l'impression que tout est très minimaliste, qu'il n'y a rien. Et en fait, derrière un téléphone, il y a des métaux rares, derrière les emails, il y a de l'énergie qui est utilisée. C'est cette idée que des entreprises vont changer le monde et qu'on nous vende ça pour nous faire acheter des produits. Je sais pas si, peut-être que je m'égare un petit peu dans le lien que je fais, mais je trouve qu'il y a un truc autour de ça qui est très dérangeant et il faut que nous toutes et tous, on ait ce recul et qu'on prenne pas ça pour argent comptant. Ouais, mais c'est intéressant. C'est intéressant cette réflexion parce que c'est vrai que moi je voyais plus l'entreprise justement qui va gagner de l'argent, qui doit gagner de l'argent et qu'est-ce qu'elle peut faire de cet argent. Est-ce qu'elle peut pas le réinvestir? Bien sûr, voilà. Elle peut avoir des actions pour justement évidemment, elle peut le distribuer Ouais. d'une certaine manière. Elle peut, il y a plein de choses qu'elle peut faire, mais ça reste une façon de fabriquer de la valeur à travers le véhicule des entreprises, de la consommation, de la vente. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, on dit que l'entreprise ne s'est pas créée pour changer le monde. Je pense elle pas. existe. Non, mais je suis d'accord. En fait, elle existe. Elle s'est créée pour faire vivre des gens. C'est-à-dire que c'est une entreprise. Il y a des gens derrière, donc c'est pour générer de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'elle ensuite elle peut faire de cet argent? Mais c'est vrai qu'on a détourné un peu le discours en disant finalement l'entreprise est créée pour changer le monde. D'accord. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. La nuance. Ouais. Il y a un peu tout ça. Donc, alors que je pense qu'il y a des militants et des militantes qui en fait travaillent à des modes de société, de politique, de vivre ensemble en dehors de ce système-là. Et ça existe, c'est extrêmement minoritaire, mais il y a aussi beaucoup des thèmes qui sont abordés par les entreprises aujourd'hui, et notamment sur les engagements écologiques, environnementaux, sociaux, qui viennent de ces personnes-là. Et en fait, c'est un peu ironique que des gens qui se battaient pour désamorcer ce système que leurs idées soient reprises pour faire vendre dans ce système. Oui, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on garde bien en tête, que ce qui semble très dématérialisé, il y a des gros sujets très matériels derrière, et ces discours des entreprises, et c'est ce que j'ai pensé quand tu as utilisé le terme discours tout à l'heure, tu as dit, est-ce que c'est important pour des marques d'avoir ce discours? En fait, je sais pas, j'y ai pas réfléchi, mais c'est un mot qui m'interroge. C'est quoi un discours? C'est quoi un discours? Pourquoi on se sert d'un discours? À qui on parle? Pourquoi il faudrait qu'il y ait un discours? C'est qu'on cherche à convaincre? C'est qu'on veut faire quoi? Enfin voilà, on est tout de suite dans une logique où je pense qu'il y a quelque chose à vendre ou des gens à convaincre. Mais après, bien sûr, on peut discuter de la façon dont les revenus et les bénéfices de ces entreprises sont attribués dans la société. Et voilà. Ouais. Et je me demandais aussi, parce que là on parlait pas mal des marques, justement du mot discours, en tout cas de leur rôle dans la société, mais comment on concilie ces valeurs-là, ces valeurs sociales, ces valeurs écologiques, ces valeurs de durabilité et la rentabilité, parce qu'on l'a dit, une entreprise a besoin d'argent pour vivre. Donc comment toi tu parviens à concilier tout ça? En fait, ce que je fais, ça reste quand même quelque chose d'assez confidentiel, d'assez niche, qui s'adresse à un tout petit public pour l'instant. Donc, comment on le concilie? En fait, on fait des choix et on s'adresse à des clients qui peuvent les comprendre. Et on est une marque, en tout cas moi, dans la façon dont j'ai fait de bonne facture, on est une marque assez élitiste en fait. Je veux dire, c'est cher. C'est pas facile à comprendre. Il n'y a pas de logo ou de marque qui dit voilà, c'est ça. Il faut expliquer les matières, il faut expliquer les finitions, il faut expliquer les lieux de fabrication. Donc bon, c'est quand même quelque chose qui est pas accessible. Et moi, ça a été, de faire une forme de luxe casual, disons. Ça a été ma façon d'allier en fait tout le travail que je faisais sur les matériaux, les ateliers, le type de vêtements que je réalise, avec des prix et des clients et des clientes. Donc moi, ça, c'est ma réponse. Ensuite, je pense qu'il y a plein de modèles économiques qu'on peut inventer pour
concilier une certaine durabilité avec une rentabilité. Mais tout dépend après, voilà, de à quel prix tu mets les choses, comment tu les fais, quels sont tes volumes, à qui tu t'adresses. Il y a plein d'équilibres différents que tu peux inventer. Oui, bien sûr. Et c'est marrant parce que quand t'écoutes en parler, je me dis, tu as un regard assez... tu prends beaucoup de distance par rapport à cette industrie textile-là, un regard assez critique. Tu analyses beaucoup, tu fais pas ça tête baissée. Mais en même temps, tu dis, j'ai toujours voulu travailler dans la mode. Mais qu'est-ce qui t'a attiré du coup dans cette industrie alors ? Il y avait en fait à la fois la poésie en fait qui s'en dégageait dans les défilés que je regardais quand j'étais petite. Une émotion en fait extrêmement forte qui se dégageait de ces présentations, des vêtements, des silhouettes, des imaginaires en fait qui s'y rattachent. Donc je pense que il y a d'abord l'émotion, la poésie, et ensuite quand j'ai commencé à y travailler, il y a eu la découverte de l'univers de l'atelier en fait, qui m'a un peu fascinée. Donc la fabrication, le savoir-faire, et en Chine aussi j'ai eu cette affection, cette curiosité pour les ateliers, comment les choses sont faites. C'est pas une question de est-ce que c'est de tel niveau de qualité ou si c'est plus entrée de gamme, mais c'est vraiment cet univers-là des ateliers, je sais pas, j'adore. Ok, c'est marrant, ça va faire le lien avec mes prochaines questions, parce que je voulais parler de la fabrication et de tes ateliers. Tes vêtements sont principalement fabriqués en France depuis le départ. Pourquoi tu as fait le choix du Made in France à la création de Bonne Facture ? Je pense en fait, à la base, c'est que juste je rentrais de Chine, j'avais travaillé sur des productions qui étaient extrêmement... sur des grosses séries, sur le Made in China... Non pas, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait toutes les deux de la Tunisie, mais non pas du Made in China parce qu'on est allé voir un atelier de porcelaine chinoise ou un atelier de soierie et qu'en fait il y a un savoir-faire culturel, voilà, mais du Made in China dans un système hyper industrialisé à grande échelle pour faire des produits de masse, quoi. Et du coup, pour moi, après cette expérience-là, et surtout qu'avant, j'avais quand même été chez Hermès, donc en fait, j'avais été très imprégnée de cette façon-là de concevoir des pièces et de fabriquer des choses. J'avais envie d'aller chercher quelque chose qui me paraissait très, presque pittoresque rentrant de Chine, qui étaient ces petites usines, ces petits ateliers de petites industries régionales qui pouvait y avoir autour de nous et où je savais que c'était des choses qui disparaissaient complètement, que la France s'était hyper désindustrialisée dans ces 30 dernières années, au profit de pays comme la Chine, mais aussi de plein d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que la Chine, et c'est pas qu'une question de pays, c'est une question de mode de fabrication, de mode de production, de culture de fabrication en fait. Mais voilà, j'avais envie de me replonger dans cet univers-là et de créer des choses ou d'aller chercher des choses qui venaient un petit peu des terroirs, comme on pourrait faire des tomates, je sais pas où, ou voilà, avec une logique presque agroalimentaire dans la façon dont j'allais chercher les savoir-faire. Oui, c'est intéressant. Donc c'était cette envie-là. Ouais, de valoriser le savoir-faire. Valoriser les terroirs, valoriser les savoir-faire et les productions régionales. Ok. Et c'est vrai que d'ailleurs, tu préfères souvent dire, en tout cas dans les interviews, les portraits que j'ai pu lire, tu parles du made by plutôt que du made in, parce que c'est vrai qu'il y a du très mauvais made in France aussi, fabriqué dans de très mauvaises conditions. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le made in France n'est pas une indication du tout, ni le made in China d'ailleurs, ça n'est pas une indication valable de quoi que ce soit, pour moi. Ouais. C'est plutôt par qui, quoi. C'est plutôt par qui, comment... Ouais. Voilà, il y a plein d'autres questions à se poser. Ouais. Ensuite, on peut dire, en fait, en France, il y a aussi plein de petits ateliers et on est vigilant là-dessus et c'est très difficile de savoir. On est dans une industrie extrêmement opaque où il y a énormément de sous-traitance et où, de ce qu'on disait tout à l'heure, de la plante de lin ou de coton ou de l'animal
aux vêtements, il y a un nombre d'étapes de transformation et de voyage entre les choses qui donne vraiment le vertige. Donc c'est très difficile de bien maîtriser tout ce qui se passe. Et du coup, le made in n'est qu'un indicateur. Et encore, législativement, la façon dont dont on a le droit de dire si c'est made in France ou pas made in France n'a rien à voir avec le fait que ce soit made in France de toute façon. Donc, je pense pas que ce soit une... Oui, il suffit de coudre un bouton parfois pour avoir l'appellation made in France. C'est ça, donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Après, c'est pour ça que j'ai choisi le made by, parce qu'au moins on sait que c'est fait dans tel atelier. Mais ensuite, il peut tout se passer, hein. Il faut faire très attention. On l'a vu dans les scandales qu'il y a eu en Italie du Nord, dans l'industrie du luxe, où en fait on croit que c'est l'atelier machin qui fait, mais non, en fait, il avait filé à un autre atelier en sous-traitance, des personnes qui n'étaient pas du tout déclarées, qui travaillaient pas du tout dans les normes de droit humain ou d'horaire de travail. Et en fait, tout ça, c'est des réalités très difficile à contrôler. Donc voilà, je pense qu'il faut une granularité un petit peu plus fine et une vision un petit peu plus globale. Mais déjà que c'est dur pour nous qui sommes dans l'industrie, alors pour les personnes qui sont pas, j'ose pas imaginer. Ouais, c'est vrai que pour les consommatrices ou les consommateurs, oui, on a envie de croire ce que nous disent les marques, quoi, parce que de toute façon, on n'a aucun moyen de vérifier. Voilà. Donc, c'est plein de problématiques. Mais j'imagine qu'il y a 9 ans, quand tu décides de faire du Made in France, tu as dû être confronté à pas mal d'obstacles. Parce que autant encore aujourd'hui, avec la crise qu'on est en train de vivre, il y a ce regain d'intérêt pour le Made in France. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va être durable ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est à nouveau sur le devant de la scène. Mais il y a 9 ans, ça a dû être une de sacrées difficultés de faire fabriquer en France. Ouais, c'était pas évident. Ensuite, il y avait quelques marques quand même qui s'étaient créées autour de ces principes-là, qui voulaient justement refaire travailler l'industrie française textile ou l'économie un peu industrielle, donc de confection, enfin à la fois dans le textile et la confection. Mais ça restait quelque chose de très précurseur, de très niche. Et oui, c'est pas évident parce que pour plein de raisons. Tu veux qu'on élabore là-dessus? Non, mais tu peux me dire, peut-être dans les grandes lignes, en tout cas, ce que tu as envie de dire sur les difficultés que tu as pu rencontrer ou les difficultés ou l'état du Made in France de façon générale. Oui, la difficulté de trouver des ateliers de confection qui soient à des prix raisonnables, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers qui travaillent pour l'industrie du luxe quand même. Donc en fait, quand on cherche à faire des produits qui sont certes haut de gamme, mais pas non plus de luxe, on se retrouve face à des prix de façon qui sont complètement délirants, qu'on peut pas forcément assumer. Donc il y a cette question-là, il y a une question de qualité en fait. Ça dépend des ateliers, mais on est quand même un pays qui a été très désindustrialisé. Les ateliers n'ont pas forcément fait certains investissements sur certaines machines, renouveler leur parc de machines. Donc parfois on n'arrive pas à obtenir certaines finitions ou certaines choses, ou parce qu'il y a un certain coût en fait du travail, les minimums qu'on nous demande, enfin que les ateliers demandent pour pouvoir absorber en fait le coût de leur main-d'œuvre et de leurs investissements est très important. Donc pour une toute petite marque, ça fonctionne pas du tout, on peut pas les atteindre. Donc en fait voilà, c'est des choses qui sont liées au prix, aux quantités et à la qualité. Et ensuite aussi au fait qu'en France, il y a beaucoup d'ateliers de confection qui ne sont que des façonniers et qui proposent pas du tout d'aller sourcer des matières. Enfin, vous n'allez pas pouvoir confier en fait le développement, la production de votre produit à l'atelier, comme ça peut se faire dans d'autres pays, en Italie ou en Chine, où voilà, vous arrivez avec une pièce, et voilà, fais-moi ça. Et puis c'est l'atelier qui va vous trouver le fil, les boutons, les thermocollants, les doublures, qui va même faire le patronage parfois, et qui va vous vendre un produit fini. Alors que là, c'était vraiment, fallait chercher les matières, chercher les boutons, et on me disait, j'ai pas le thermocollant ou j'ai pas les triplures pour les poignets et les cols des chemises. Donc il fallait vraiment tout. Enfin, c'est vraiment le travail à façon à l'ancienne. Ouais. Ok. Et comment tu vois aujourd'hui l'évolution du Made in France, du coup, ce regain d'intérêt de façon assez positive. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est de démocratiser un petit peu, de retrouver, parce que ce qui se passait aussi dans les ateliers que j'ai vus au départ, il y a 10 ans,
c'est qu'il y avait des ateliers qui avaient beaucoup travaillé pour la grande distribution à une époque, enfin pour toutes les enseignes, les supermarchés, quoi, qui faisaient encore une partie de leur offre textile de proximité, en leur demandant des prix et avec une pression sur les prix qui les a complètement, en fait, enfin ils étaient très dépendants et qui les a complètement écrasés, en fait. Et en perdant ces clients quand ils ont fini par délocaliser, ils ont été obligés de se tourner vers des clients plus mode ou enfin plus créateurs, disons, ou plus haut de gamme. Donc je trouve que c'est bien en ce moment qu'on retrouve en fait un Made in France populaire en quelque sorte dans l'industrie textile et de confection. Oui. C'est quelque chose qui manquait parce que voilà, à cause de cette histoire-là qu'a eu le Made in France. Ouais, ok. Et est-ce qu'on pourrait parler aussi très rapidement du label Entreprise Patrimoine Vivant ? Je trouve que c'est toujours intéressant de remettre des mots et des explications sur des labels parce que on est un peu inondés, nous, en tant que consommateurs de labels. Et parfois, on sait plus trop ce que ça veut dire. Parce que je crois que certains de tes ateliers sont labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant, peut-être. Ouais, il se peut qu'il y en ait quelques-uns. Il me semble. Pour moi, EPV, c'est vraiment quand un savoir-faire est traditionnel et correspond. Enfin, c'est presque comme les trésors vivants au Japon. Ou, enfin, voilà, c'est vraiment un savoir-faire qu'on veut préserver et qui a une identité très particulière et un aspect patrimonial, quoi. Ouais. Donc, il y a certains ateliers avec lesquels on travaille qui l'ont, d'autres non. Ça dépend du savoir-faire. Voilà. Bien sûr. Bah là, on a balayé pas mal de sujets, mais j'aimerais bien qu'on termine avec deux notions qui me semblent assez importantes et qui, je crois, sont aussi très importantes pour toi dans le développement de ta marque. C'est la question de la durabilité et la question des quantités. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de marques, de fast fashion notamment, brander des collections conscious parce qu'on utilise du coton bio, j'en sais rien, ou de nouvelles matières, sans se poser la question vraiment du modèle économique de fond et de la quantité de vêtements et de la durabilité du vêtement. Et je trouve que finalement, c'est deux notions de base, quoi. Sans ça, on peut pas vraiment dire qu'on a une quelconque responsabilité ou en tout cas qu'on est une entreprise de mode responsable. Je sais pas ce que t'en penses, quel est un peu ton avis sur cette question-là ? Je pense que c'est une question ultra complexe en fait. Je t'avoue qu'en fait, je sais pas très bien comment y répondre parce que parfois pour rendre un produit accessible au plus grand nombre, on doit le faire en quantité. Et en fait, le travail que je fais avec de bonnes factures, il est pas accessible. Donc si par exemple, tu veux faire un sous-vêtement en coton bio ou en teinture végétale et que tu veux qu'il ait un certain prix pour pouvoir s'adresser à tout un chacun, tu vas devoir le produire dans des grosses quantités. Et du coup, ça fait que je sais pas répondre à cette question, en fait. Ouais. Et je pense que il faut qu'il y ait une prise de conscience sur la façon dont on consomme, dont on prend soin de nos vêtements, parce qu'il y a aussi toute une... il y a un impact énorme au niveau de la matière première dans l'impact écologique d'un vêtement, et il y a un énorme impact aussi dans le care en fait, enfin le soin du vêtement une fois qu'on l'a chez nous, enfin comment on va le laver, l'utilisation d'eau, tout ce qui est lié aux produits, aux lessives, etc. Enfin tout ce qui est consommé en fait dans son cycle de vie. Donc en fait j'ai du mal j'ai du mal à expliquer à des entreprises qui essayent de créer des nouveaux modèles économiques qu'il faut faire moins de vêtements, sinon en fait elles vont pas se développer. Enfin, et j'ai du mal à imaginer qu'en fait le futur du vêtement écologique ce soit de s'adresser à 10 000 personnes super riches et pas à tout un chacun. Donc, je sais pas répondre à ta question. Non, mais c'est hyper intéressant. De toute façon, je pense que sur la question du prix, il y a par exemple des marques qui font des concessions et qui décident de dire moi, pour avoir des matières naturelles, des vêtements durables, de qualité, mais pas en produire beaucoup, je vais aller fabriquer mes vêtements au Portugal, par exemple. Donc, oui, voilà. Bon, après, il peut y avoir des choix comme ça, mais c'est hyper complexe en fait. C'est ça, chacun établit son modèle, mais la question du nombre, je veux dire, je pense qu'en fait, quand on pose cette question, on a en tête
les très grosses sociétés, enfin les grands groupes en fait. Bien sûr, je pense à la fast fashion par exemple, en priorité. Hein. Ouais. Voilà, donc on pense à ces entreprises-là en se disant quand même là c'est trop. Mais en fait d'un point de vue vraiment structurel et économique, enfin à moins qu'en fait la question ce soit de lutter contre la fast fashion et les dérives de la fast fashion, qui est un vrai énorme sujet. Mais sinon, comme discours à avoir vis-à-vis de toutes les entreprises qui essaient de faire de la mode responsable, j'ai pas de réponse toute faite sur cette question. Non, bien sûr, ma question, alors elle était peut-être mal posée, mais pas du tout. Je pensais vraiment tu vois, à un peu l'hypocrisie et le greenwashing de la fast fashion qui essaie de vendre soi-disant des collections éco-conçues, éco-responsables. Pour déculpabiliser, d'acheter. Alors que derrière, en plus, ça représente 1% de leur collection, et que derrière, ils continuent à fabriquer en masse. Mais effectivement, la question de l'accessibilité et de la démocratisation de la mode responsable, c'est un gros sujet. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais souhaité recevoir les Galeries Lafayette sur le podcast et que j'avais pas fermé la porte. Parce qu'effectivement, ils vendent beaucoup de vêtements, mais ils ont un rôle de démocratisation et de rendre accessibles ces vêtements-là, quoi. Mais c'est pas... Oui, c'est plus compliqué que le noir ou le blanc, quoi, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. C'est plus complexe que ça. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a des discours qui résonnent, qui sont des discours un peu chocs, qui sont en fait des discours par rapport aux dérives qu'on connaît de certains groupes, certaines marques. Mais en fait, quand on y réfléchit un peu plus, je veux dire, c'est comme d'habitude, il faut relativiser les discours et bien comprendre qui les sert et pour arriver à quoi. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit beaucoup en école de journalisme. C'est les personnes qui vont te parler, pose-toi toujours la question de savoir pourquoi elles te parlent et quels sont les intérêts derrière. Pour justement relativiser un peu tout ce qu'on nous dit, quoi. Oui, et je pense qu'en fait, et c'est pour ça qu'en fait, depuis le début, tu me dis oui, t'es critique et t'as du recul. Mais en fait, je pense que c'est vers ça qu'on doit aller en tant que, c'est une forme de transparence, d'honnêteté radicale, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense qu'on se doit d'être plus transparent et de pas embarquer les gens dans des discours, dans des fantasmes, mais qu'on peut expliquer humblement en fait ce qu'on fait, pourquoi on est là, ce qu'on a à proposer, et en fait ça choque personne d'avoir une entreprise qui vend des vêtements pour gagner de l'argent du mieux qu'elle peut. Enfin, oui, bien sûr, à partir du moment où on explique les raisons pour lesquelles on fait tout ça. D'ailleurs, tu as une approche très pédagogique sur ton site internet, je trouve, avec cette volonté de transparence au maximum, en tout cas, et d'expliquer comment tu fais les choses, pourquoi tu fais les choses. Et avant de te poser la dernière question rituelle du podcast, aujourd'hui, dans quel état d'esprit tu es ? Qu'est-ce que tu envisagerais d'améliorer ? Quelles sont un peu tes réflexions ? Ce serait qu'une entreprise, c'est toujours en mouvement, une marque, c'est toujours en mouvement. Par exemple, j'en sais rien, sur les matières, on n'en a pas trop parlé, sur les matières que tu utilises. Est-ce que, ou vers quoi tu tends, quoi ? Alors, en fait, je suis de plus en plus, j'essaye de plus en plus d'assumer mon goût pour les matières un petit peu exceptionnelles, en fait. Et en fait, à chaque fois, ces matières, c'est toujours des matières non teintes, très naturelles, mais très luxueuses, etc. Et du coup, j'aimerais bien développer un petit peu plus cette partie-là. Il y a aussi un chantier sur les teintures végétales. En fait, ça fait des années que on travaille avec ma collaboratrice Laure sur ces idées de teinture végétale et qu'on avait rencontré des artisans, on a même rencontré des chercheurs. On était très à fond là-dessus. Puis après, on a été prise par la marche quotidienne et le développement de la société et des collections. Et en fait, là, enfin, on a réussi à faire des tests sur certaines teintures avec une artisane, une teinturière qui est tout près de nous dans le 11e. Et en fait, on espère pouvoir proposer des pièces en teinture végétale. Mais alors là aussi, c'est tout un travail de pédagogie auprès des clients. Parce que, à part au Japon, où il y a une vraie culture de la teinture végétale avec l'indigo, etc.,
c'est des teintures qui sont pas forcément homogènes, c'est pas un résultat qui est industriel, qui est standardisé. Donc il faut accepter que le vêtement évolue dans le temps, que ce soit pas comme on a l'habitude de voir un vêtement en se disant ça c'est un standard de qualité, c'est un peu autre chose. C'est quelque chose qui vit en fait, c'est assez vivant. C'est plus de l'artisanat en fait. Donc j'aimerais vraiment développer ça. Et puis après, on est en train de toujours travailler sur nos cotons, essayer de bien comprendre d'où ils viennent, de faire des choix. Mais en fait, c'est tellement dur, quoi. Enfin, entre la provenance, les questions de est-ce que c'est bio ou pas, quel label est-ce qu'il y a, quelle teinture est-ce qu'il y a, est-ce que les fibres sont plutôt longues ou plutôt courtes, est-ce que y a eu des pesticides, est-ce que ça contribue à la désertification. Parfois, on pose des questions à nos fournisseurs sur les provenances. Ils nous donnent 2 pays différents parce qu'en fait, ça a été mélangé entre des batchs différents de coton. Enfin, on est vraiment dans un travail laborieux sur la traçabilité, sur les filières d'approvisionnement et sur les choix qui en découlent. Et en fait, je pense que toutes les marques qui font appel à ces matières premières-là doivent rejoindre ce mouvement collectif de questionner nos fournisseurs, d'apprendre d'où viennent les choses, parce que même en étant hyper investi là-dedans, mais qu'est-ce que c'est dur. Mais heureusement, on est passionné par le sujet et en fait, quand on trouve des matières ou qu'on remonte des filières qui nous intéressent, comme les laines régionales là qu'on a fait avec un artisan qui est dans le sud-ouest de la France, qui tisse des laines de pays en fait, qui étaient auparavant très peu valorisées. On a travaillé avec ces laines-là sur des manteaux et on fait partie d'un collectif qui s'appelle Tricolore, qui réunit plein d'acteurs, entre des éleveurs, des marques, des industriels, etc., des confectionneurs, autour de revaloriser ces filières de laine de pays. Voilà, ça, c'est des projets sur lesquels on est. Je suis sur aussi un projet sur le lin. Je suis allée rencontrer des cultivateurs de lin dans le nord de la France pour essayer de comprendre aussi de la plante, les étapes de transformation. Là, avec Laure, on essaye aussi, c'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. On essaye de comprendre tout ce qui se passe au niveau des semences aussi, du coton, du lin, etc. On s'intéresse à ça, sur un peu tous les questionnements qu'il peut y avoir sur les OGM, sur le contrôle des semences par des entreprises comme Monsanto qui brevettent en fait le vivant, comment ça impacte notre filière aussi. Voilà, on s'intéresse un peu à tous ces sujets et on est un peu en ébullition sur tous ces sujets qui sont liés aux matières en fait. Ok, ouais, c'est passionnant. Mais quand je t'écoute, je me dis qu'il y a une vraie réflexion finalement sur produire un vêtement le plus biodégradable possible. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais dans le sens où penser un peu la fin de vie du vêtement et se dire une fois qu'on l'utilise plus, s'il est teinté naturellement ou pas teinté, si c'est de la matière naturelle, finalement Moi, je suis un peu dans ce délire-là. Ouais. J'avoue. Okay. J'avoue que je suis dans ce truc-là parce que je me dis, pour moi, c'est vraiment une approche spirituelle. C'est un truc qui va un peu plus loin justement que on est dans un véhicule qui est une entreprise, mais la façon dont j'essaye d'aborder les choses et les choix que je fais, c'est quelque chose qui va au-delà en fait. Dans le choix de certaines matières par rapport à d'autres, ce rapport aux teintures, ce rapport à la terre, à la biodégradabilité, au vivant. Je pense qu'on est tous dans nos vies et toutes, on est confrontés à ça dans la manière dont en fait on s'intègre dans l'univers, quoi. Donc je sais que ça semble un peu ésotérique ce que je dis, mais non, mais c'est intéressant, c'est que tu penses tout ça comme un tout, quoi. Voilà, tu participes au vivant, à la vie de la planète, donc il faut aussi faire attention. Moi, je le prends comme ça, ouais. Mais c'est quand tu parlais de Patagonia et des États-Unis tout à l'heure et du vote. Il y a des choix politiques qui sont mus par une volonté de gagner un maximum d'argent en un minimum de temps, au risque de déséquilibrer de façon extrêmement dramatique l'équilibre du vivant et les conditions de vie de nous tous. Donc en fait, on est fatalement, on a un impact. Alors peut-être nous, il est minuscule parce qu'on est une toute petite société, mais en fait, c'est des sujets qui se posent à nous d'une façon très grave en ce moment face à la situation climatique dans laquelle on est. Tout le monde en parle.
c'est dur de pas penser à tout ça et à la façon dont chacune on s'intègre dans ça, tout en gardant à l'esprit que tout le monde n'a pas le luxe de se poser ces questions ou d'avoir accès à des modes soi-disant responsables de vie. Enfin voilà, faut pas non plus en faire un trend de conso à la mode qui va remplacer les meubles et les vêtements qu'on avait avant. Parce que les meubles et les vêtements qu'on avait avant, ils étaient très bien. Donc faut pas que ça devienne justement intégré dans un système de consommation. Mais il faut que ce soit des questions qu'on se pose, je pense. Bien sûr. Et alors, la dernière question de ce podcast que je pose à toutes mes invitées, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Je sais pas, là, je pense à Gisèle Halimi, qui est morte assez récemment. C'est vraiment une femme qui m'inspire énormément par justement ses engagements, par ce qu'elle a fait aussi politiquement pour apporter des droits à toutes les femmes françaises. Et voilà, et au combat, à plusieurs combats qu'elle a menés en général, je trouve que c'est un modèle en fait dans la détermination, le professionnalisme, la vie. Personnellement, c'est une femme qui m'inspire. J'ai aussi une créatrice qui s'appelle Margaret Howell, qui depuis le début me guide un peu pour de bonnes factures. C'est une créatrice anglaise, en fait, qui a commencé il y a 40 ans, je pense. Et le fait que ce soit une femme qui avait commencé avec des vêtements pour hommes, qu'elle a toujours aussi énormément soutenu des artisans, eu cette approche textile, et pas forcément mode, en fait, assez utilitaire des vêtements, c'est quelque chose qui me guide pas mal, parce que je me dis, voilà, elle a créé ça, donc... Voilà, le fait de pouvoir s'identifier à certaines personnes, ça aide pour se construire et pour grandir, quoi. Oui, bien sûr. Ce sont de très beaux modèles. J'aime beaucoup tes choix. Écoute, merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie, merci beaucoup. Merci à Déborah d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.